Voilà, donc comme je vous ai annoncé, on va d'abord consacrer un peu de temps par rapport à cette approche, non pas de la totalité de la démarche d'Anselme Kiefer, mais par rapport à cette idée de la présence du thème de la ruine et du fait que l'œuvre d'art permet de reconstruire, ou en tout cas d'élaborer à travers le processus créatif des questions pour lesquelles on n'apporte pas nécessairement de réponse et qui nous mettent devant une forme de prise de conscience. Et il y a eu une manifestation particulière que je vais vous mentionner à la Bibliothèque nationale de France sur les travaux exposés d'Anselme Kiefer. Et dans ce contexte-là, Jean-Luc Nancy a rédigé un texte qu'il a intitulé « Sens enseveli ». Donc, voilà, pour vous remettre un petit peu d'abord par l'image dans le bain. Donc, Anselme Kiefer est bien connu à travers des œuvres que l'on dit souvent monumentales, monumentales par les dimensions, monumentales par le poids, par la diversité des matériaux, mais on pourrait dire également par les sujets, par les thèmes qu'il va déployer. Et dans ces différentes manifestations, ces différentes recherches, il y a vraiment la présence du livre qui est là depuis toujours, depuis qu'Anselme Kiefer a terminé son parcours, sa formation au niveau artistique. Il s'est mis à réaliser des livres. Et quelque part, les livres contiennent les sujets, contiennent les modèles de ce qu'il développera dans la pratique picturale, dans la pratique sculpturale, voire aussi ses réflexions en tant qu'architecte. Donc le livre est toujours le premier moment qui préfigure le développement de ses actions artistiques. Les thèmes qu'il traite dans ses livres sont très vastes, mais nous renvoient la plupart du temps à la notion de l'histoire et à la relation de l'être humain à l'histoire. Par exemple, voilà, j'en prends un plus ancien ici de 96, les reines de France. Donc vous voyez l'aspect qu'il va prendre, il mesure 1 mètre. Donc c'est pour vous donner une idée des dimensions, 1 mètre sur 90 cm, une épaisseur de 9 cm, 22 pages. Donc c'est pas en soi un gros livre. Vous montrez également d'emblée la diversité des matières qu'Anselme Kiefer va utiliser. Donc ici du fusain, crayon, de l'émulsion, de l'acrylique, mais il vient directement placer des fleurs et des plantes séchées à l'intérieur de son livre. Donc Anselme Kiefer a beaucoup utilisé la plante. Donc il va littéralement les collecter, les faire sécher et venir les intégrer à l'intérieur du livre. Je vous montre voilà un autre type de travail. Donc ici vous avez de l'argile, du fusain, de l'acrylique placé sur de la photographie. Donc Anselme Kiefer va pratiquer lui-même la photo, il va réaliser des photos en se déplaçant dans la réalité, et puis il va les traiter et les intégrer à l'intérieur de ses livres en les mêlant à différentes techniques. Donc ici, le support est du carton, travail plus récent de 2005. Vous voyez donc les craquelures dues à l'usage de l'argile, toujours en grand format, 1,50 m de haut, donc 2 mètres ici, au niveau donc de cet ouvrage aussi important pratiquement que le précédent, avec une dizaine de centimètres d'épaisseur. Il y a 16 pages, donc il n'est pas très épais. Et ici, on est à la fin du livre. Donc il y a plusieurs sujets qui vont se référer également à des moments littéraires et qui, à partir de l'histoire personnelle de Kiefer, va s'élargir à une dimension beaucoup plus universelle. Donc le livre va apparaître dans une très grande diversité je dirais de présence, donc de forme mais de matière. Donc ces fameuses ruines et reconstructions, donc à travers la réflexion posée par Anselme Kiefer, allemand. Je vous rappelle qu'Anselme Kiefer est né en 1945, donc c'est
un moment très particulier. Il va naître à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et en tant qu'Allemand, il ne peut pas ne pas interroger la relation à la communauté juive. Il dit que les ruines sont la plus belle chose qui soit. C'est extraordinaire parce que le commencement se situe là, tout est possible. Si vous voulez, pour Anselme Kiefer, c'est sur les ruines que l'herbe peut pousser, que la végétation peut germer, donc que la vie peut renaître. Il y a quelque chose comme ça de cette émanation de la destruction, quelque part de la mort, est nécessaire pour que la vie renaisse, pour que la renaissance se manifeste. Donc les ruines pour Kiefer sont importantes parce qu'elles sont l'expression de ce possible, de cette promesse du changement. Cette idée également de la ruine sera traitée par cette artiste israélienne Michal Rovner. Donc là aussi, ses origines, cette appartenance à cette terre la convoque, si vous voulez, dans une réflexion sur les conflits qui marquent toujours le Moyen-Orient. Et elle va développer dans son travail, que l'on dit multimédia, des relations entre l'archéologie, la mémoire, le territoire. Et elle va également se référer à la dimension de la ruine et de la destruction. Donc, je reviens à un élément qui peut faire lien entre les deux personnes et que j'ai saisi dans un petit texte écrit par Jacques Derrida, donc qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui est un philosophe français que je vous ai déjà mentionné, ami notamment de Jean-Luc Nancy, très proche d'Hélène Cixous. Jacques Derrida souligne au sujet de la question « Qu'est-ce que la diaspora ?» que l'exil, entre guillemets, ne disperse pas seulement les Juifs dans le monde, telle une multiplicité de communautés identiques à elles-mêmes et distribuées à la surface de la terre, voire réenracinées dans d'autres nations identiques à elles-mêmes. Non, la dispersion affecte de l'intérieur. Elle divise le corps et l'âme et la mémoire de chaque communauté, y compris, on le sait trop, en Israël. Et cela ne se limite pas à la grande frontière séfarade, Askénaze, donc qui sont deux ethnies, deux communautés juives qui se distinguent notamment par l'origine, l'une étant plus, dit-on, de la péninsule ibérique et l'autre étant plutôt les communautés juives d'Europe centrale et orientale. Infinie, interminable, histoire de propriété, d'expropriation, d'appropriation, déposée pour un temps dans ces fragiles abris de mémoire, ces demeures toujours provisoires que sont le livre, le témoignage, le poème, le secret même, dont émane pourtant la force obscure de contradictions multiples et sans fond, appelant autant la méditation que l'étude. C'est à cette mémoire, plus grande que ceux qui la portent, que rend hommage cette évocation qui était portée par un texte, je vous mets la référence en dessous, de Ginette Michaud. Ce qui m'intéressait, c'est que Derrida, pour parler de cette brisure, de cette fragmentation, de cette altération de la mémoire, se réfère à l'importance du livre, à l'importance du poème, du secret. Ce sont des éléments qu'on va retrouver chez Anselme Kiefer. La fidélité qui accompagne la diaspora, donc cette idée de la dispersion, et qui est un mot qu'on utilise également à travers son étymologie dans le domaine de la biologie, des plantes. Donc la fidélité qui accompagne la diaspora dans ce mouvement d'éloignement est une fidélité à l'unique perdu. Il y a l'idée de la perte, il y a l'idée du deuil, il y a l'idée de l'absence, il y a l'idée de l'abandon. Donc le travail d'Anselme Kiefer est un travail qui rend hommage quelque part à cette perte, qui interroge le sens, qui questionne aussi notre relation à la grande mémoire, si vous voulez, que forme l'histoire ou les événements, et comment lui va pouvoir, dans sa démarche créatrice, en tant qu'artiste, déployer des formes particulières pour traduire cette question du sens. Et ce qui est particulier, c'est que entre le 20 octobre 2015 et le 7 février 2016, donc à cette Bibliothèque nationale de France, à Paris,
une exposition va être présentée, étant la toute première dans une institution publique française, où on va montrer, va s'exposer, c'est justement cette part la plus secrète, la plus personnelle de la création, de la recherche d'Anselme Kiefer, qui sont donc ses livres. Ces livres, on précise, ces livres sculptures, puisqu'ils vont prendre une certaine densité. Et en même temps, pour cette occasion, Anselme Kiefer va réaliser une grande installation à travers laquelle il va présenter en quelque sorte ce qu'est sa bibliothèque. Sa bibliothèque est immense dans le nombre de livres, dans la diversité des sujets qui l'accompagnent, et en même temps présenter un peu à quoi ressemblerait son atelier. Donc ça, c'est aussi une installation qui n'a été montrée qu'une fois à cette occasion. Donc ici, vous avez une vue qui montre des livres disposés sur les tables, et vous avez des rayonnages au fond qui donnent la sensation un peu de la manière dont dans l'atelier les choses sont stockées, sont organisées, si vous voulez, déposées. Vous avez un tableau qui se trouve tout au fond. Donc, je vous disais, le livre par lequel ici l'image nous invite à cheminer dans l'espace, quelque part, correspond véritablement au début de son action artistique. Donc son premier geste artistique n'est pas de peindre, n'est pas de sculpter, mais de créer des livres. Donc le livre devient une sorte de réceptacle. Et Anselme Kiefer est quelqu'un qui est profondément attaché au livre, à l'écriture, aux mots, à la poésie. Donc voilà un autre détail qui vous montre un peu la manière dont il vient disposer les éléments. Vous avez donc deux livres qui se découvrent, l'un qui est ouvert et placé directement sur les plats. On aura l'occasion d'y revenir, qui montre un paysage d'hiver, un paysage enneigé. Et puis au-dessus, sur l'étagère, là, vous avez un livre qui, lui, est placé verticalement et qui s'ouvre, et qui est le fameux ouvrage « La vie secrète des plantes ». On aura l'occasion d'y revenir aussi. Donc on a des usages différents, peinture, photographie dans celui du bas, et référence à l'usage du plomb et à l'application de matières picturales pour le dispositif floral que vous avez au-dessus. Mais ça montre un peu la manière dont les livres sont mis en relation avec d'autres moments, comme des tableaux qui sont présentés dans l'atelier de Kiefer. Et voilà la page de couverture à gauche du livre qui a été édité à l'occasion de cette exposition, qui s'intitule Anselme Kiefer, l'alchimie du livre. Et vous avez la fiche qui se trouve de l'autre côté. On reviendra à cette œuvre qui est montrée là, Nigredo, parce qu'à un moment donné, Jean-Luc Nancy y fait référence. Donc c'est dans cet ouvrage d'Anselme Kiefer, l'alchimie du livre, qu'à un moment donné, en quelques pages sont occupées par le texte où Jean-Luc Nancy va essayer de comprendre quel est le sens, quelle est l'importance du livre dans le travail, dans la création d'Anselme Kiefer, en sachant aussi que le livre est souvent l'élément qui est le premier interdit ou que l'on va détruire, le principe de l'autodafé dans certains régimes totalitaires. Donc ça a toujours existé, ça continue aujourd'hui. Donc c'est cette réflexion sur l'importance de ce livre, ce qu'il peut renfermer, mais le fait, on va voir que chez Anselme Kiefer, il ne s'ouvre pas toujours, il ne livre pas toujours son contenu. Alors dans cet ouvrage, Anselme Kiefer, l'alchimie du livre, Anselme Kiefer cite Pinara, qui est donc cette nécropole rupestre, donc elle constituait les deux bâtiments qui sont vraiment construits à même la montagne. Et là, quand on la découvre aujourd'hui en Lycie, en Turquie, on ne voit principalement que des ruines. Alors, dit-il, il fait une petite description, une paroi rocheuse se dresse derrière la ville,
comme les gigantesques rayons d'une ruche. La roche est percée de niches funéraires, une nécropole unique. Ces tombes étaient jadis fermées par des plaques de marbre, des livres de pierre, où l'on pouvait lire le nom et le destin des défunts, comme dans une grande bibliothèque. Après des années de pillage, il ne reste qu'un mur plein de trous béants, les rayons d'une ruche. Donc, il y a une relation que Kiefer établit. Donc, nous sommes face à une cité antique, dont il ne reste aujourd'hui, à travers ces niches qui ont été percées, des niches funéraires, que des ruines. Mais avant, ces niches étaient fermées, dit-il, par des plaques de marbre et par des livres de pierre où le nom des défunts était inscrit. Donc cet intérêt que porte Anselme Kiefer pour cette cité antique allie le sujet de la ruine, le sujet donc de la mort, de la destruction, mais les matériaux qui seraient censés résister au temps, le marbre et la pierre, et sous la forme de livres, puisqu'il y avait des inscriptions portant le nom des défunts. Donc je reglisse un petit texte d'Anselme Kiefer. Les ruines sont comme la floraison d'une plante, l'apogée rayonnant d'un métabolisme imperturbable, les prémices d'une renaissance. Et plus l'on diffère le remplissage des espaces vides, plus le passé qui s'avance, tel un reflet du futur, peut s'accomplir en totalité et avec force. Et il n'y a pas de degré zéro. Le vide porte toujours en lui son contraire. Voilà, Anselme Kiefer. Donc, à partir, je vous disais, de la notion de la ruine, ne peut qu'imaginer la promesse d'un futur. Donc, c'est un thème important pour lui et qui va être totalement associé à l'objet livre qui contient l'écrit, qui est en relation évidemment avec des moments de l'histoire. Donc le livre va faire partie de très nombreuses créations chez Anselme Kiefer. Je reprenais ici un grand tableau qui peut évoquer l'espace marin et du ciel en même temps, et vous voyez qu'il est placé dans cet environnement assez tumultueux. Alors c'est un livre de plomb qui est venu être fixé par Anselme Kiefer au niveau d'un ensemble de matières plus picturales, de l'huile, de l'acrylique, de l'émulsion. On sent qu'il y a une matière assez dense, il y a une gestuelle. Je rappelle aussi qu'Anselme Kiefer fait partie du néo-expressionnisme. Mais en voyant cette image apparaître ici, vous voyez les grandes dimensions du tableau, donc presque 4,50 m de haut sur 6,20 m de large, avec une épaisseur de un peu plus de 25 cm qui est liée à la présence du livre. En voyant l'image apparaître ici, j'ai aussi l'impression un peu d'un élément qui est comme une sorte de tabernacle. Donc, vous savez, dans le domaine religieux, quand vous êtes dans un édifice voilà, où se célèbre le rite religieux, le tabernacle, cet objet, ce meuble sacré dans lequel se trouve symboliquement la présence du corps du Christ, enfin du Dieu qui est vénéré. Et je trouve qu'on a vraiment cette, en tout cas c'est l'impression qu'il me donne ici. Donc il est présent, il trône puissamment à l'intérieur de ces éléments déchaînés. Donc on pourrait l'appeler un livre-objet, si vous voulez, qui va très vite s'inviter, se placer à l'intérieur même de ces travaux. Et ici, il a pris un matériau qui sera un matériau très très régulièrement utilisé à travers ses recherches, le fameux plomb. Soit le livre, entre guillemets, est vierge, ce n'est que la forme qui nous fait écho au livre, soit on peut y découvrir par des titres, par des citations, des moments où Kiefer va rendre hommage à certains écrivains qui ont véritablement nourri sa démarche de création. Donc l'écriture peut être intégrée comme elle peut ne pas être là. Donc Jean-Luc Nancy va insister sur le fait que le livre n'est pas un objet qui va véhiculer de l'information. Anselme Kiefer le présente comme étant tout à fait autre chose. Voici un autre travail
Donc, vous avez la page de couverture à gauche, où là, vous trouvez le titre qui est manuscrit par Anselme Kiefer. Donc, sous le tilleul, sur la bruyère pour la traduction. Vous avez l'image à droite qui vous montre le livre ouvert. Et là, de nouveau, donc c'est le plomb qui est utilisé, mais autant vous avez la sobriété simplement de la matière dans le tableau intitulé le livre, autant ici, il y a l'usage, donc des effets obtenus de transformation chimique, si vous voulez, de la matière pour nous donner ces sensations d'effets de la nature. Il y a un autre livre qui s'appelle simplement Sous le tilleul et dans lequel on voit des champs, des landes et qui donne véritablement la sensation que quand on ouvre les pages, on se trouve devant des tableaux. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'analogies. Donc, en gardant à l'esprit que c'est d'abord par le livre que le processus artistique se développe, que le geste se met en place, et que ces mêmes thèmes peuvent être traduits dans des formats encore plus grands, étant pictural, cette proposition, ou sculptural. Donc, si vous voulez, le livre est un peu entre les deux, entre le développement de la peinture et de la sculpture. Il y a énormément d'expériences qui sont d'abord proposées à travers le livre, qui ensuite peuvent prendre la forme de la peinture ou de la sculpture. Il le dit lui-même, dans mon œuvre, le livre est très important. C'est une chose à mi-chemin entre la sculpture et le tableau. Il est un répertoire de formes, s'y forment donc les modèles pour ces tableaux, et une manière de matérialiser le temps qui passe. Pour moi, chaque livre recèle une onde qui se déploie, formant une vague que je donne à voir lorsque je tourne les pages ou que je les mets en scène. Il fait partie de la mer, donc le livre fait partie de la mer. Son aspect esthétique, son aspect matériel m'intéresse beaucoup. Certains sont de véritables sculptures, plus grands que la taille humaine, ouverts, mais impossibles à feuilleter. Donc Anselme Kiefer parle du livre qui ne nous invite pas à une relation, je dirais, habituelle. Il va le traiter, il va lui donner des matériaux et des dimensions que ne nous permettent pas de nous approprier le livre pour en découvrir le contenu. Et puis, il y a cette relation très particulière qu'il souligne ici, c'est que lorsqu'on peut imaginer tourner les pages ou lorsqu'il met en situation un livre ouvert, il dit qu'il fait partie de la mer, il le déploie comme une vague, ce qui permet peut-être de mieux comprendre dans le tableau, le livre, cette proposition de venir positionner un livre de plomb ouvert, je répète, dans le tumulte des éléments naturels. Donc, les livres sont constitués de matériaux très, très divers, ça je pense que vous l'avez compris. De nouveau, ici avec Sulamite, on voit la couverture, je vous ai fait un détail un peu plus grand à droite pour vous montrer donc de nouveau l'usage du plomb, la présence de cendres et une mèche de cheveux qui est placée sur la couverture du livre, travail de 1990, 1 mètre de haut pour le livre. Et Anselme Kiefer, vous le savez peut-être, dit qu'il a eu l'opportunité, l'occasion d'acheter la toiture de la cathédrale de Cologne au moment où elle était en réfection, et c'est la raison pour laquelle donc, il a une réserve assez importante de plomb qu'il va pouvoir intégrer au fur et à mesure de ses recherches. Pourquoi le plomb? Donc là aussi, Kiefer s'en explique. Il peut manier le plomb. Je veux dire, le plomb a une dimension plastique, on peut le travailler. Le plomb est rigide, le plomb peut offrir une certaine manière de prendre forme, il est maniable et il peut devenir un support qui permet à différents autres matériaux de se fixer. Il est résistant, donc il supporte des éléments assez denses, assez lourds, et le plomb va garder les traces de transformation qu'on lui fait subir. Ça, je dirais, c'est pour la partie la plus matérielle
de l'élément, de la matière. Mais il dit aussi que le plomb a pour lui une puissance poétique, une puissance spirituelle. Le plomb est associé à la planète Saturne et à la mélancolie. Et en plus, c'est un élément qu'on lie, qu'on associe à l'alchimie. Et le principe de l'alchimie est important pour Anselme Kiefer, donc, qui est une manière de pouvoir évoquer la transmutation, la transformation, la métamorphose. D'où le titre ici pour le catalogue, Anselme Kiefer, l'alchimie du livre. Ce qui veut dire que le livre contribue aussi à parler de la recherche du sens, du changement dans la compréhension des choses. Donc pour le thème ici de Soulamite, donc c'est une juive qui a été évoquée par Celan, par Paul Celan, donc l'écrivain qui a profondément marqué le travail d'Anselme Kiefer, et que Paul Celan avait opposé à Margaret. Margaret étant blonde, associée aux nazis, alors que Soulamite, plutôt brune, est associée au monde juif. Et à l'intérieur du livre, donc Anselme Kiefer va mêler des chevelures, donc des mèches de cheveux qui sont brunes, pour rappeler donc la présence de la femme. Et si on arrive à ouvrir ce livre, à devoir le feuilleter avec extrêmement de lenteur et en même temps beaucoup de difficultés, vu le poids et le nombre de pages, on dit que cet ouvrage donc libère un sentiment d'horreur, en même temps qu'il y a une profonde mélancolie quand on est devant l'évidence de la perte, de l'abandon, si vous voulez, de la notion de l'absence à travers les grands événements de l'histoire et finalement la perte de sens, la perte du sens de l'histoire. Donc en tant qu'Allemand, Anselme Kiefer ne peut qu'être interpellé par cette période très particulière, ce trouble, cette notion donc de ce déplacement et de cette perte. Alors le livre chez Anselme Kiefer, souvent annoncé par le titre, traite évidemment de questions qui permettent une prise de conscience de la place de l'homme par rapport à l'histoire, les relations que l'homme déploie avec le cosmos, une certaine forme d'évocation du sacré, de la spiritualité, mais je vous disais, auquel Anselme Kiefer n'apporte pas de réponse. Donc quelque part, chacun des livres qu'il va créer, chacun de ces livres constitue un élément d'une enquête importante, une enquête existentielle au niveau de l'identité humaine. Donc c'est un grand travail un travail de mémoire, à travers lequel Anselme Kiefer va essayer de s'interroger sur sa propre identité d'Allemand, sur ses propres racines, sa propre culture, son histoire. Et à partir des années 80, les thèmes juifs vont progressivement se retrouver au cœur de son travail, à partir donc de propos littéraires et poétiques qu'il découvre dans l'univers de Paul Celan et d'Ingeborg Bachmann, donc qui est une poétesse autrichienne. Et avec eux, et des réflexions qui vont se faire, il ne sera pas possible pour Anselme Kiefer de s'inscrire dans une conception classique, une conception conventionnelle du livre, parce qu'il est mis en œuvre et déformulé qu'après, évidemment, Auschwitz, on ne peut plus dire les choses de la même manière. Je veux dire, on ne peut plus déployer les idées avec les mêmes formes. Il faut changer. Donc Kiefer va chercher lui-même ses formes pour matérialiser en quelque sorte une pensée. Alors, ici, vous avez un ouvrage dont on voit la page de couverture et qui directement se réfère à un texte de Paul Celan. Donc, vous avez le titre qui apparaît, écrit à la main par Anselme Kiefer, tout en haut de la couverture. Donc, dans la traduction française, Le chant du cèdre. Et
pour Paul, enfin fur Paul Celan, je pense que vous savez le lire, et on peut imaginer une partie d'un paysage enneigé, donc hivernal. La base de ce travail est constituée des photographies que directement Anselme Kiefer a prises lui-même, donc dans la nature, en se déplaçant, qu'il va retravailler, sur laquelle il va venir placer de la peinture, il va déployer un travail au crayon. Et tout ça est mis en œuvre sur un fond donc, de carton ici. Donc là, on n'a pas l'usage du plomb comme matériau de base. Vous avez un livre un peu plus petit, vous voyez 63,5 sur 43,5, et on a 3 cm et demi d'épaisseur, il y a une quarantaine de pages, une création de 2005. Donc quand Anselme Kiefer fait usage, voilà, donc en page intérieure du livre, quand Anselme Kiefer fait usage de la photographie, donc il va lui-même utiliser la photo comme étant la matrice de son travail. Il va considérer sa fameuse planche contact avec la diversité des photos qu'il a prises sur le sujet, en sélectionner certaines, mais à aucun moment la photo ne va être montrée pour elle-même. Donc Kiefer n'expose pas ses photos isolément, et la photo n'apparaît pas dans une lisibilité uniquement du tirage photographique, puisqu'elle est mêlée à d'autres matériaux, et c'est avec ces différentes matières que se constitue le livre. Donc on dit qu'Anselme Kiefer, il dépose les photos qu'il a retenues dans un certain ordre sur le sol de son atelier, et puis il va jouer avec elles. Donc il va composer, il va décomposer, il va déchirer, il va quelque part les violenter par l'apport d'autres matériaux, et il y a quelque chose qui va naître d'une manière assez brute, constituant ces grands livres, soit sur support papier carton, comme c'est le cas ici, ou de plomb, quand il emploie donc cet autre matériau. Et c'est ainsi que, avec ces références à Celan notamment, va se déployer le travail de mémoire sur la Shoah. Ce qui va donc rapprocher et Paul Celan et Anselme Kiefer, donc l'un dans l'écriture et l'autre dans la création plutôt plastique, c'est cette nécessité d'abandonner une pratique classique. Donc chacun d'eux va inventer une nouvelle manière de dire, l'un par la langue, par l'écriture, et l'autre à travers donc cette conception, je dirais, énormément de matière. Donc Anselme Kiefer va laisser de côté la pratique plus traditionnelle de la peinture, qui avait montré certaines limites en termes de représentation. Il va investir avec d'autres matériaux, et à partir de ce moment-là, il va se détacher également, on a eu l'occasion d'en parler avec Jean-Luc Nancy, il va se détacher de la valeur représentative. Chaque fois qu'on est devant un travail d'Anselme Kiefer, on ne doit pas se poser la question qu'est-ce que ça représente. On peut énumérer certaines composantes et puis s'interroger sur pourquoi a-t-il fait ces choix, quel sens donne-t-il à l'ensemble des éléments qu'il met en situation. Par exemple ici, dans ce livre qui rend hommage donc à Paul Celan, on a bien cette évocation de la nature sous la forme d'un paysage hivernal. Donc Anselme Kiefer a photographié à plusieurs reprises ce paysage, différents moments de la journée. Et peut-être vous vous souvenez, chez Kiefer, on rencontre très souvent ce jeu de lignes, donc soit qui sont dans l'évocation de sillons, de champs, auxquels se superpose cette lecture des rails de chemin de fer. Donc, et vous voyez, il y a une convergence de ces lignes, de ces directions vers un horizon et quelque chose qui est sans limite et sans fin, donc qui est aussi dans l'évocation de cet espace voilà, vers lequel on peut disparaître. Donc là, la connotation est assez similaire à d'autres créations dans lesquelles on a plutôt les rails qui apparaissent, une espèce de train comme ça qui part jusqu'à voilà, cette solution
solution finale, toujours cette relation aussi d'un cheminement depuis la Terre vers une dimension plus céleste. Donc le livre traduit, le livre manifeste une capacité à évoquer la mémoire de la Shoah. C'est vraiment ce que cherche à transposer ici Anselme Kiefer. Donc c'est pas simplement la photo qui lui permet cela, c'est également l'apport du texte, donc il retranscrit venant du livre de Ceylan, et dans certaines recherches, à certains moments, l'intégration vraiment de morceaux de bois, comme vous pouvez le voir très clairement ici, qui va se superposer à la photo et qui va intensifier cette relation à la réalité. Et on a l'impression vraiment qu'il y a comme des empreintes qui sont faites à l'intérieur de la terre, sur la terre, par des pas ou à travers donc des pneus. Et ces espèces de creux, ces espèces d'empreintes sont là aussi pour manifester les traces inéluctables, justement, qui ont marqué et fait disparaître certains peuples. Donc, le livre ne représente pas, le livre ne traduit pas, n'illustre pas quelque chose. Il se sert de signes pour intensifier, augmenter la présence, qui est celle de la question de la mémoire, qui est probablement une mission qu'Anselme Kiefer doit remplir. Et pour charger cet élément, il se sert de matières extrêmement présentes, et ces matières, leurs couleurs, nous renvoient à travers donc cette matérialité très forte à la violence et à l'horreur de l'expérience voilà, qui a été vécue. Donc, Anselme Kiefer, à travers ses livres qui sont premiers, je répète, par rapport à la peinture, par rapport à la sculpture, déploie une expérimentation en créant ou en recréant physiquement une réalité, mais sans la représenter. Donc pour Anselme Kiefer, le livre, il n'est pas un réceptacle. Le livre ne contient pas une information sur quelque chose. Le livre, d'une certaine manière, spirituellement et poétiquement, évoque la mémoire. Et dont on doit garder cette trace, qui est en fait la trace de l'absence. Et Anselme Kiefer pourrait être décrit comme étant un artiste du désastre. C'est-à-dire qu'il parle du deuil, le deuil de l'histoire, dont toute la pensée allemande est issue. Donc c'est un travail extrêmement intense, qui touche à l'universalité et à la mémoire du monde. Et au fur et à mesure, les livres vont s'épaissir, vont se densifier, devenant très lourds, ils se font sculpture, et ils sont présents par leur matérialité. Et à travers cette densité des matières et ce poids, en quelque sorte, ils ne peuvent pas être imaginés comme des objets que l'on va ouvrir et feuilleter. Et donc, il y a la question du sens, la question du contenu qui reste inaccessible. C'est un peu comme dans cette réflexion que conduisait Jean-Luc Nancy quand il parlait de la face cachée de la peinture, de ce qui reste, de ce qui est cette part de non-visibilité, cette part d'invisible qui est montrée comme n'étant pas accessible, comme étant manquante. Donc ici, le contenu ne peut pas être accessible. Et le texte même de Jean-Luc Nancy, donc, porte l'intitulé « Sens enseveli ». Et Jean-Luc Nancy raconte un tout petit peu la spécificité du livre au début de son texte. Donc là, je vous ai retranscrit. Simplement, vous pouvez lire en même temps que moi. Le livre, dit-il, ce très ancien signifiant de la parole recueillie, présentée, gardée, c'est-à-dire gardée disponible pour qui sait ouvrir le livre et le lire. Donc signifiant, c'est la part matérielle du livre, c'est pas le sens. Hein.
Le sens et le signifié. Donc on est dans l'enveloppe, on est dans l'extérieur, on est dans la prise de forme. Donc le livre, c'est cette forme, c'est cette matière qui contient cette parole recueillie, qui préserve, qui garde. Le livre, c'est le support, c'est l'écrin de la trace par laquelle se signale le message, l'annonce, le sens, la vérité. Donc c'est l'élément qui nous dit que l'on peut aller vers la question du sens, la question de la trace et du message. Alors, comme très souvent le font les philosophes, ils s'appuient sur l'origine étymologique du terme. Donc, le livre vient du mot latin liber, qui est en même temps sous-couche de l'écorce de l'arbre, tissu qui appartient au système générateur, poussant de nouvelles cellules en anneaux vers le pourtour du tronc, sur lequel se reploie l'écorce protectrice. Donc, voilà, Nancy prend la peine de définir liber de cette manière-là, de faire le lien avec l'arbre. Selon l'origine du mot grec biblos, d'où vient le mot Bible, et en même temps, il explique que le livre a d'abord été un rouleau, un volumen, et puis il s'est constitué de tablettes qui ont été assemblées, donc il s'est fait codex. Donc Jean-Luc Nancy, de préciser, le livre consiste avant tout dans cet assemblage. C'est un objet qui est fait de différentes surfaces qui sont reliées, qui sont en même temps détachées. Il y a une certaine épaisseur, et ces faces qui peuvent être écrites sont alors pressées les unes contre les autres quand on referme le volume. Donc, le volumen, ce rouleau, va devenir un volume. Donc, va devenir une masse, un corps lourd, pesant, un ensemble relié. Donc ça, c'est un élément très important pour Jean-Luc Nancy. Donc, le livre est une sorte, comment je dirais, de masse constituée par un entassement. Il se referme, ou sinon il serait continuellement exposé. Donc, il dit la vie du livre, elle palpite, elle respire dans son épaisseur. Il continue en précisant, le livre est là pour faire d'abord valoir que la parole, recueillie, gardée, pressée en couches, donc sur les feuillets qui se retrouvent comprimés quand le livre est fermé, n'est pas offerte à tout venant. Elle attend d'être approchée, donc cette parole, d'être abordée, éprouvée dans un bloc fermé avant de pouvoir être découverte et parcourue. Le livre est la protection pour la parole, et pas simplement un moyen de transport. Le livre est donc la mise au secret, pour ne pas dire l'enfouissement. Il continue, ainsi peut-on comprendre l'enjeu du livre qui n'est pas un réceptacle d'information. Il est un gardien ou un temple de sens. Le sens, qui n'est pas ce qui se comprend, se transmet, se traduit, est ce qui se retient, ce qui se retire dans l'acte même de se présenter et de se communiquer. Il y a donc dans le livre un profond paradoxe. Un livre est avant tout écrit, c'est du langage. Le sens d'un livre reste celui d'une lecture possible. Et en même temps, dans le cas du travail d'Anselme Kiefer, le livre va souvent se présenter comme étant un volume clos sur lui-même. Et Jean-Luc Nancy cite une réflexion de Stéphane Mallarmé, donc du poète, de l'écrivain, Stéphane Mallarmé, qui avait élaboré un projet, qui avait élaboré l'idée d'un livre qui serait une sorte de livre absolu, une sorte d'aboutissement, où le livre s'érigerait dans une grande solitude. Et le livre est associé à cette idée de la solitude parce que le livre se referme, se ferme sur lui-même, il se ferme comme sur l'être, comme sur la vérité, il préserve, il garde son secret, quelque chose de l'évocation de la solitude à l'intérieur du livre. Et Mallarmé de dire le volume donc se suffit à lui-même, est détaché de l'approche du lecteur, le sens enseveli se meut et dispose en cœur des feuillets.
Ça, c'est une petite phrase que Mallarmé a notée dans un texte, Divagation, donc un recueil de textes poétiques, de réflexions qu'il a fait, qu'il a mentionné à la fin de sa vie. En 1897, il décède l'année suivante. Donc Mallarmé de dire le sens enseveli, donc c'est de là que Jean-Luc Nancy saisit le titre de son article, le sens enseveli se meut et dispose en cœur des feuillets. Donc le livre se suffit à lui-même, il se referme, il préserve le secret entre ces feuillets, donc ces couches qui se superposent, qui sont écrasées, constituant volume, et quelque part échappent à l'approche du lecteur, est détaché, fonctionne isolément de l'approche du lecteur. Donc le livre n'est pas créé pour être lu, il est créé pour préserver cette mémoire, ce secret. Et pour Jean-Luc Nancy, il lui semble qu'Anselme Kiefer rejoint cette perception qu'a Stéphane Mallarmé du livre, que donc le livre d'Anselme Kiefer serait de l'ordre d'être un volume qui est une sorte d'enfouissement, d'ensevelissement d'un trésor ou d'un secret. Donc le livre, il existe pour être un livre qui garde quelque chose, et pas pour être un traité, un manuel, source d'information. C'est pas quelque chose qui doit nous distraire. Donc, il y a un sens. Le sens est préservé à l'intérieur des feuillets. D'ailleurs, Jean-Luc Nancy dit que Stéphane Mallarmé représente probablement le poète le plus important pour Anselme Kiefer, qu'il lit chaque matin. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro, il y a des interférences. Donc, on va prendre un exemple justement, voilà, de ce travail assez imposant qui constituait. Donc, est-ce que vous pouvez veiller à couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, cet exemple qui constituait donc la fiche pour l'exposition, Nigredo, constitué donc de plomb, d'acier, fil métallique, huile, sel, plâtre, résine, acrylique, pastel. Donc, vous voyez, un livre qui devient en soi une sculpture, qui est une hauteur de 3,20 m, travail de 1998, où là on voit très bien donc l'ensemble, la diversité des matériaux auxquels Anselme Kiefer se réfère. Donc, notamment, le plomb est utilisé dans ce livre Sculpture. Et le plomb, il fait partie, il évoque les profondeurs de la Terre. C'est comme s'il était déposé, vous voyez, sur une sorte de socle entre ciel et terre. On dit entre les sphères de la nigredo. Nigredo, ça veut dire noirceur en latin. C'est ce qui est en relation avec la putréfaction, avec la décomposition. Donc, entre la nigredo et la spiritualité de l'albédo. L'albédo, c'est la blancheur, donc ce qui est une surface réfléchissante. Donc, on a le contraste. On a par le plomb cette transformation, ce passage de ce qui est vil en noble, de ce qui est la profondeur, de ce qui est le caractère obscur vers la blancheur et la lumière. C'est la raison pour laquelle Anselme Kiefer donc, utilise le plomb et la valeur, je dirais, du lexique de l'alchimie pour traduire ce processus d'élévation, de transformation, de purification qui va passer des parties les plus profondes, les plus obscures de l'abîme en quelque sorte, qui va se révéler à la lumière, donc qui va prendre forme et qui va être disposé tel un livre ou un ensemble de livres devant nos yeux. Donc en quelque sorte, cette compréhension du lien à cette transformation alchimique permet aussi de concevoir que le livre ou les livres chez Kiefer retiennent la vérité du fond, sont comme un concentré des savoirs, de la connaissance. Donc Kiefer va fouiller la terre, va extraire ces matières de la terre, il va créer des livres. Les livres, comme voilà, vous pouvez
commencez à le voir, ce livre est constitué d'une superposition, d'un ensemble d'éléments qui forment des couches, qui forment des strates, un peu comme l'expression des temps géologiques. Hein. Quand on fait une fouille archéologique, on descend dans le sol et on découvre une succession de couches qui parlent d'époques différentes. Il y a comme un dépôt, il y a comme des sédiments. Donc comment signifier ce temps, cet abîme, cette profondeur de l'histoire? Ici, Anselme Kiefer va le proposer en superposant différentes matières à l'intérieur desquelles on peut imaginer qu'il y a une sorte de lente métamorphose qui s'élabore. Voilà, en s'en approchant encore, donc on voit bien l'usage du plomb, l'usage du papier, l'intégration du bois, cette incapacité de venir chercher le contenu du livre. Donc ici, on a un développement, comme un grossissement d'un ensemble de sédiments placés les uns sur les autres, qui est pour lui la traduction même de ce qu'est le livre, qui contient secrètement cette relation possible, la partie la plus profonde, cette évocation d'une possible quête qu'offre le livre. Et Kiefer dit, ce caractère de dépôt nous constitue pour finir en livre, ou bien constitue le livre, en vérité, de notre être au monde. C'est-à-dire que nous sommes moins au monde que nous ne sommes le monde, ou que le monde se dépose en nous, devant nous, à la fois comme ce qui nous fait et comme ce qui fait notre art pour nous montrer à nous-mêmes. Déposition, donc déposer, hein, déposition du sens enseveli et disposé dans ses feuillets, lames, couches et strates. Ailleurs, Anselme Kiefer va dire à Daniel Arras, lors d'un échange, que le monde, le cosmos, est un dépôt également, dans lequel tout n'est pas matérialisé. La plupart des matières sont des ondes, dit Kiefer. Ce n'est pas ni réalisé, ni matérialisé. Donc ça, c'est un petit extrait que reprend Jean-Luc Nancy dans son texte. Les livres de plomb, de carton, qui sont enduits d'émulsion de shellac, livres faits de plaques d'argile, parfois de papier photographique. Donc les livres pourraient bien constituer la matérialisation de cette immatérialité. Donc le sens profond que nous cherchons, qui est enseveli, qui est évoqué, donc qui est évoqué, qui est présenté, hein, qui n'est pas représenté, qui est évoqué par le dispositif du livre. Donc les livres d'Anselme Kiefer se présentent en tant que tels. C'est comme s'ils déployaient une présence générale. Ce qu'ils montrent, c'est le livre absolu, c'est le livre par excellence, c'est le livre de tous les livres, en essayant de nous faire accéder au fond, à être au plus près de cette question fondamentale du sens voilà, que nous cherchons. Et donc il va ériger, ce livre va permettre d'ériger cette question du sens, tout en sachant qu'il reste secret, qu'il reste enfoui, qu'il reste enseveli. C'est la raison pour laquelle le livre va se faire monument, le livre va se faire colonne, va se faire muraille, et à l'intérieur de lui, dans sa masse, est concentrée cette essence du savoir, cette vérité, mais cette vérité que nous allons chercher peut-être jusqu'à la nuit des temps. C'est vraiment la chose la plus importante pour Anselme Kiefer, qui est extrêmement érudit, c'est qu'il y aura toujours une partie de la connaissance qui lui échappera. Donc, il dit, le livre est moins le savoir des hommes, donc les livres qu'il crée, hein, c'est moins pour évoquer le savoir des hommes que le savoir du monde sur lui-même, par lui-même. Savoir venu du fond, des abîmes, des origines, des trous noirs, des pulsations d'une énergie plus archaïque que toute intelligence ou intuition. Savoir qui s'extrait lui-même de la terre, des minéraux, des gisements fossiles, des gouffres et des lointains, où bougent de lourdes houles, dont les pages lourdes, les feuillets énormes aux bords cornés et les reliures laborieuses constituent à la fois la reprise et la maîtrise, la disposition en sens enseveli.
voyez, le livre n'est pas un réceptacle qui contient des informations que nous devons connaître. Le livre présente cette incapacité justement d'avoir accès à ce savoir venu du fond, si le livre était lui-même une réflexion du monde sur le monde dont nous faisons partie, mais où nous devons accepter qui est déposé à l'intérieur de ces différentes lames, de ces différentes couches, ce sens que nous ne pouvons pas rejoindre, cette vérité, ce secret auquel nous ne pouvons pas accéder. Donc quand on prend par exemple voilà, la vie secrète des plantes, vous trouvez un livre qui est placé dans sa verticalité, disposé à même le sol, hein, puisqu'il fait presque 2 mètres, possibilité de circulation, comme vous disiez tantôt, autour du livre. Là, le livre est ouvert. Donc, le livre nous permet de pénétrer à l'intérieur de son contenu. Et peut-être, vous en souvenez, il y a d'une part La vie secrète des plantes, c'est une référence à un texte de Paul Celan, et puis en même temps, ce livre fait appel à une théorie d'un philosophe anglais du XVIIe, Flood, F-L-U-D, qui trouve une relation de correspondance. Donc, chaque plante sur la Terre est la correspondante d'une étoile. Et Anselm Kiefer va se servir de la manière dont la NASA va numéroter les étoiles qu'il intègre pour établir cette correspondance avec les plantes. Mais en plus, comme la NASA utilise des chiffres, ça va directement faire lien aux chiffres qui étaient donc tatoués sur l'avant-bras des Juifs qui seront déportés. Donc la correspondance, Kiefer va encore la charger. Donc la relation entre une composante terrestre, une composante céleste, et cette souffrance, cette déshumanisation profonde vécue par le peuple juif. Donc, il est bien clair qu'on n'est pas du tout ici dans une représentation, on est bien dans une présentation extrêmement intense, où le livre est associé à la dimension du dépôt. Dans le livre, c'est déposer tout ce sens, toute cette manifestation inacceptable de l'histoire. Comment se présente un dépôt? Comment se présente le fait qu'il y ait du sens, même si ce sens est inacceptable et incompréhensible parfois? Les livres peuvent être en masse, parfois clos, parfois soudés. Et pour Anselm Kiefer, ils sont alors l'expression de tous les volumes serrés d'une bibliothèque, interminable. Jean-Luc Nancy de dire « serrés comme des pins », donc Kiefer peut être traduit par pin, P-I-N, l'arbre, hein. Serrés, donc tous ces volumes forment un peu l'évocation de bibliothèques interminables, serrés comme des pins sur une lande, ou serrés comme les mâchoires, c'est aussi une traduction du mot Kiefer, de qui refuse de parler. Il présente ce mutisme formidable des ouvrages, dont les savants, toujours, regretteront de ne pouvoir les lire tous, ni de jamais parvenir à celui qui les contient, les résume, les indexe tous ensemble. Donc, si vous aviez le détail, on l'avait vu. Donc voilà, cette idée d'avoir cette impression de cette bibliothèque interminable quand les livres sont posés les uns sur les autres. On ne peut pas les ouvrir, on ne peut pas accéder à ce contenu, hein, puisque ce n'est pas du tout là que se situe la réflexion d'Anselm Kiefer. Donc ici, ils reposent massivement, placés les uns sur les autres, dans cet amas de feuilles, où il est incapable et impossible de pouvoir tourner leurs pages. Et on a une masse unique. Jean-Luc Nancy de dire « Le livre fermé revient à son épaisseur, à son secret. Il se retire en soi, c'est-à-dire aussi qu'il expose
comment son ouverture et son parcours ne seront pas achevés dans une conclusion, dans une signification dernière. Le sens demeure donc enseveli, c'est-à-dire abrité, préservé d'une dissipation dans l'élément volatile de la signification, inépuisable donc, et toujours à nouveau puisé au fond inaccessible de la masse. Donc voilà l'importance de ce titre, le sens enseveli. Donc le sens reste abrité, ne pourra absolument pas se manifester au niveau de la signification, donc de la verbalisation. On est de nouveau dans cette relation fondamentale de l'écrit, quelque part, et de l'image. Je m'étais posé la question de savoir comment Jean-Luc Nancy parlait d'un travail tridimensionnel, parce que la plupart des textes auxquels je me suis référée jusque-là sont en rapport avec la démarche picturale. Et dans le cas très précis ici, ou photographique que nous avions cité aussi, dans le cas très précis ici, il s'agit d'un travail tridimensionnel et monumental d'Anselme Kiefer. Et donc c'est intéressant de savoir comment Jean-Luc Nancy peut en parler, et où là où il arrive à cette même, comment je veux dire, cette même observation, cette même volonté de compréhension, qu'on est face à l'image et qu'il y a une partie du sens de l'image qui nous échappe, et ici étant presque physiquement contenu dans ce matériau très dense, le plomb venu du fond des âges, et qui en même temps est l'expression même donc de la création artistique. Donc l'artiste a ce pouvoir de transformation, comme l'alchimiste peut le faire du plomb, pour nous amener à une certaine élévation, une certaine mise en lumière, une certaine forme de sacré, donc de signification détachée d'un usage quelconque, pour nous amener à la question d'un sens qui restera profondément enfoui, donc pas approchable. On peut essayer, c'est le sens de la quête existentielle humaine, ce qui peut générer aussi la question du sens du travail artistique, comme Simon Weil l'avait évoqué lui-même, par cette référence au sacré, ce renouvellement à travers autant d'années, et en même temps une quête qui ne peut pas s'assouvir. Donc ce sens demeure enseveli. Et c'est vraiment par le sujet du livre qu'Anselme Kiefer traduit le mieux ce fondement, je veux dire cette part de questionnement profond qu'il développe en tant qu'être humain, et que sa part de création artistique permet de transposer, de partager, voilà, avec nous qui sommes donc récepteurs de ce travail qui reste ouvert dans sa signification. En tout cas, il s'appuie très clairement sur une relation à ces divers textes, puisqu'il lit la Kabbale, il lit le Talmud, il lit la Bible, il se sert de différents auteurs qui sont poètes ou qui touchent à la philosophie. Et ces éléments, finalement, se resserrent, si vous voulez, se réunissent pour nous convoquer dans un travail très universel. Voilà une proposition qui peut nous accompagner très, très longuement dans ces questionnements. Donc je vais m'arrêter ici.